Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, c'est selon le pays où vous nous regardez. Bienvenue dans votre émission sociétale. Pour ce nouveau numéro, nous parlerons des réseaux sociaux qui sont devenus des couteaux à double tranchant, à tort ou à raison. C'est selon une page web, il faut le dire, qui a laissé place à tout le monde de dire ce qu'il veut, quand il veut, au moment où il le veut. Nous tenterons de répondre à plusieurs questions au cours de cette émission. Avec moi, pour vous entretenir, Monsieur Timothée Mémé Poussiengui, bonsoir. Bonsoir, madame. On le rappelle, vous êtes conseiller au sein de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication à Libreville au Gabon. Également sur le plateau, Uriel Abaga. Bonsoir. Bonsoir, Henri-Paul. Vous êtes journaliste, mais également blogueur. Journaliste et blogueur depuis que j'ai quitté les rédactions en 2018. D'accord. Et avec moi également une touche féminine. Bonsoir Marie-Paul. On a Marlène Pombou Kombila, épouse Tavizani Mabala. Vous êtes expert en stratégie de transformation digitale. C'est exact. Et avec chacun, on parlera de ces réseaux sociaux qui sont devenus des tribunaux populaires. Et pour en parler, on parlera d'abord de la démocratisation de la parole. On écoute ce que les gens en pensent et puis on revient tout juste après. Un moyen de communication comme les uns et les autres, WhatsApp, Facebook, Instagram. On n'a certainement pas le droit de tout dire parce que tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux n'est pas forcément source de vérité. Je ne pense pas qu'on a grand chose à faire ça. Il faut qu'on s'adresse à la HAC. Je crois que ce sont l'autorité de communication et de régulation. Ils sont mieux placés pour nous en dire un peu plus. Mais du point de vue personnel, je pense qu'on ne doit pas tout déverser sur les réseaux sociaux parce que après il va de la personnalité de chacun. Dans certains pays comme le nôtre où on sait que le renseignement est un peu plus évolué, pour prétendre à des postes de responsabilité, on fouille un peu votre vie et la vie ne se résume pas qu'à ce que nous voyons, tout ce que nous déversons sur les réseaux sociaux. Moi je trouve anormal que les uns et les autres se retrouvent dans un troquet, sinon un bar et se filmer pendant qu'on est en train de boire. Ce n'est pas décent. Bon, il y a un avantage pour ceux qui utilisent les moteurs comme Google, Wikipédia, parce qu'en réalité, le premier objectif et le premier avantage, c'est d'aller chercher des sujets qui parfois ne sont pas traités avec autant d'intensité en salle de classe. Ça devient un plus. Il y a un inconvénient parce que les gens y vont pour déverser tout ce qu'il y a de mauvais. Et il y en a qui malheureusement pensent qu'au Gabon aujourd'hui, 80% de ce qui se dit sur les réseaux sociaux est forcément vrai. Donc c'est un inconvénient. Parler des réseaux sociaux en termes d'outils de communication, c'est-à-dire les WhatsApp, Facebook et autres, il faut comprendre vraiment que on n'a pas vraiment à tout dire sur les réseaux sociaux parce qu'à un moment donné, ce sont des choses qui retournent contre nous-mêmes. Je prendrai l'exemple de la psychose qui s'est passée dernièrement au Gabon, notamment à Libreville, où les gens se sont mis à tabasser les gens un peu de partout à cause de l'événement des enlèvements. Alors, on a remarqué qu'à cause des choses que des individus, des personnes ont pu photographier, prendre en image de partout. À cause de cela, la police et les institutions juridiques ont pu en fait prendre les personnes, c'est-à-dire ceux qui ont commis ces délits. Les réseaux sociaux représentent un cadre d'échange. Un cadre d'échange, pourquoi? Parce que les réseaux sociaux nous permettent déjà d'être en relation avec des personnes éloignées. Cas d'échange aussi, pourquoi? Parce qu'avec des réseaux sociaux, on peut faire des publications ou des annonces. D'un autre point de vue, déjà les réseaux sociaux permettent d'un autre côté de pouvoir stocker certaines données ou encore d'aller rechercher certaines données. Je pense que sur les réseaux sociaux, on n'a pas le droit de tout dire. Pourquoi? Déjà, se mettre à divulguer par exemple la vie personnelle d'un individu peut nous porter atteinte.
si l'individu en question décide de porter plainte par rapport à telle publication, ça peut causer préjudice à tout un chacun. Raison pour laquelle j'ai dit, on ne peut tout dire sur les réseaux sociaux. C'est vrai, les réseaux sociaux sont là, nous permettent de publier, de poster, de faire des annonces. Mais est-ce que c'est dit qu'il faut forcément publier des mauvaises choses? On a eu beaucoup d'exemples où quand il y a des fausses publications, ça entraîne à des actions négatives. D'entrée de jeu, je m'adresse à vous, Uriel Abaga, qui utilisez beaucoup les réseaux sociaux. On va dire, on l'a dit, vous êtes journaliste et par ailleurs blogueur. L'apparition de Facebook, l'apparition de Twitter laisse une large place à qui veut dire ce qu'il veut et quand il le veut. Mais c'est observable parce que nous le voyons tous, les réseaux sociaux permettent à tout le monde de prendre la parole sur n'importe quel sujet. Il suffit juste d'avoir un téléphone connecté, d'ouvrir un compte sur l'un de ces réseaux sociaux et accéder déjà à un flot d'informations très, très diversifié, à un flot d'amis et de pages à suivre très diversifiées et du coup de réagir parfois en connaissance de cause, parfois comme un parfait profane sur des sujets aussi variés les uns que les autres. Mais est-ce qu'on peut également parler de liberté d'expression, que cette plage, si je peux m'exprimer ainsi, cette plage communicationnelle a laissé lieu à une liberté d'expression? Il y a la liberté d'expression, c'est un principe qui est inscrit dans les textes fondamentaux de notre pays. Donc chacun a le droit de dire, d'exprimer ses avis, de dire ce qu'il pense sur X ou Y sujet. Après, il faut bien préciser que la liberté ce n'est pas le libertinage. Il ne faut pas que les choses aillent dans tous les sens. Il ne faut pas, par exemple, pour moi qui suis journaliste, je vois la naissance de beaucoup de médias en ligne et parfois l'information qui est véhiculée dans ces médias-là n'est pas forcément vérifiée. Parfois, c'est des médias payés pour calomnier X ou Y personnes. Donc, il ne faut pas que ces réseaux sociaux, qui sont de grands espaces d'expression de la démocratie, de grands espaces d'expression de nos avis, de nos divergences, etc., deviennent des plateformes pour la promotion de la calomnie, des plateformes pour la promotion de l'injure. On aura l'occasion d'en parler avec M. Timothée Mémé qui est là, on va dire, qui prend la place du régulateur. Il faut le rappeler. Mais avant d'entrer de jeu, Marlène Pombou-Kombila, vous qui êtes expert en stratégie de transformation digitale, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre métier? Merci Marie-Paul. Le métier, c'est vrai qu'il est complexe parce que nous sommes dans un cadre qui évolue tous les jours. Quand on vient à parler des réseaux sociaux, il faut déjà replacer le contexte d'usage et de savoir effectivement qu'en est-il de pouvoir utiliser ces outils. Ces outils qui ont une dimension en fait transversale dans le sens où elles partagent l'information à l'instant T à une vitesse plus qui des fois laisse à ne pas pouvoir contrôler. Aujourd'hui, pour revenir justement dans mon expertise de transformation digitale, elle s'applique généralement sur une dimension professionnelle. La dimension professionnelle, c'est de pouvoir en faire l'usage et de pouvoir se transformer dans des services qui sont essentiellement portés sur les populations ou sur l'utilisateur. Ça dépendra en fait de l'environnement en fait à explorer et de définir effectivement quel est l'outil pour en faire usage selon un contexte professionnel, un contexte entrepreneurial ou encore politique et institutionnel. Voilà pour replacer le contexte un peu de la transformation digitale. On entend parler de transformation digitale dans le cadre de la mondialisation et du développement en fait des technologies, mais au fait de revenir sur les réseaux sociaux, on en est encore sur une utilisation unique, parce que quand on parle d'utilisation unique, c'est encore très domestique. C'est vrai que les entreprises ou les professionnels s'en accaparent pour en faire une utilisation, mais d'abord, dans le cadre par exemple le cas du Gabon, on reste beaucoup maintenant axé sur l'information. Le réseau social aujourd'hui s'harmonise dans le cadre de pouvoir porter
une information. C'est pour cela, en fait, je pense que plus tard, vous allez peut-être revenir sur cet aspect, de pouvoir transformer les mentalités et l'opinion. Je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais aller au cours de l'émission pour en dire un peu plus. Juste pour rebondir, est-ce qu'on peut avoir un bref aperçu du nombre de personnes qu'il y a sur ces réseaux-là? Sinon, les réseaux les plus utilisés. Très bien. Là, on parle effectivement du classement parce que, par exemple, par usage, on peut se dire le premier réseau social qui a plus d'impact, c'est Facebook. Vous avez 2,49 milliards personnes qui ont un usage sur Facebook, sachant que vous avez tout ce qu'on appelle aujourd'hui les data et puis les espaces de base de données, en fait. Comme j'expliquais souvent à certains qui me posent la question, pourquoi Facebook? Il faut en revenir à la genèse. L'utilisation de Facebook, c'était d'abord un outil qui a été monté par des étudiants d'Harvard. Ils en avaient fait un outil de partage entre eux, entre étudiants. Mais après, avec la mondialisation et par l'effet justement de tests, ils ont vu qu'ils pouvaient exporter. En deuxième usage, vous avez WhatsApp. WhatsApp, vous avez 2 milliards de personnes sur WhatsApp. Après WhatsApp, vous avez généralement dans l'usage, par exemple sur le cas du Gabon, Twitter. On pense que Twitter en fait vient après WhatsApp, mais Twitter vient en 16e position avec Instagram. Parce que juste après, vous avez YouTube. YouTube, par l'influence de tout ce qui est multimédia et vidéo aujourd'hui, vous avez l'usage de pouvoir faire parler par le visage et l'image. Donc vous voyez que sur ces trois horizons, vous avez Facebook, oui, parce qu'on a la photo, on a l'audiovisuel, WhatsApp parce qu'on a la messagerie instantanée qui nous permet de pouvoir échanger à l'instant T. Et vous avez YouTube parce qu'aujourd'hui, que ce soit sur les médias ou sur d'autres horizons, de pouvoir se mettre en influence, vous avez l'image, l'audiovisuel, le montage vidéo qui a un impact aujourd'hui très important à la fois sur les réseaux sociaux, mais à la fois aussi sur WhatsApp. Parce que vous voyez, par exemple, WhatsApp, vous avez tout ce qu'on appelle aujourd'hui les stories. Les stories, c'est des mini-vidéos de 3-2 minutes, ou bien vous avez tout ce qui est, par exemple, actualité au niveau de WhatsApp quand on essaye de mettre, par exemple, des profils à jour. Donc, vous voyez que dans tout cet environnement, il n'y a que du multimédia qui vient. Et c'est pour ça que vous pouvez aussi, en fait, comparer l'existence de YouTube en 3e position, parce que c'est la vidéo qui a plus d'impact. D'accord, Monsieur Timothée Mémé, je me retourne vers vous. On le rappelle, vous êtes conseiller à la HAC. On parle de près de 2 millions d'utilisateurs par mois sur le réseau social Facebook. Du côté du Gabon, comment est-ce que le régulateur prévoit de canaliser tout ce qui est dit? Parce que Uriel Abaga l'a précisé, on parle de démocratisation. Chacun, à tout va, vient dire ce qu'il veut, quand il veut et au moment où il le pense. Et on va même plus loin, on pourra parler entre griffes d'atteinte, pourquoi pas des fois, à la vie privée. Le régulateur que je suis a prévu tout ça, c'est dans l'ordonnance en son article 115. Il est bien dit, c'est pas parce que on se cache comme un sniper depuis sa planque pour cibler des paisibles personnes qu'on est hors d'atteinte par des juridictions compétentes. Le régulateur a prévu ça, effectivement. Il est bien dit ceci. Lorsque quelqu'un se sent lésé, soit par un article querellé, cette personne est en droit de s'adresser aux juridictions compétentes qui vont demander à l'auteur de l'article de retirer ou de le corriger. S'il ne s'exécute pas dans les 24 heures, la personne se doit de saisir le juge de référé qui, lui, poursuit l'intéressé en correctionnel. Pour exemple, récemment, il y a une dame dont je tais le nom, qui avait été poursuivie. Elle avait diffamé une tierce personne sur la toile. Et puis, le juge de référé l'a condamnée à 3 mois de prison, dont un ferme, et 300 000 d'amende à payer au trésor et 3 millions à payer à l'intéressé. Donc, en fait, c'est pour dire que c'est pas parce qu'on est derrière la toile qu'on peut se permettre de dire n'importe quoi. C'est vrai que Internet, c'est le moyen le plus démocratique où les gens peuvent se retrouver, peuvent échanger, mais Internet, malheureusement, devient comme une sorte d'arme de destruction massive. Mais il y a aussi que nous, les médias classiques, nous avons peut-être failli. Les gens ne trouvent peut-être plus leur compte dans les médias classiques, qui font plus qui choisissent. Une chaîne publique doit
permettre à tout le monde d'accéder à cette chaîne, aussi bien à l'information que à toutes les sources, toutes les forces vives qu'il y a dans le pays. Or, c'est pas le cas. Autre chose encore, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette sorte de boom d'Internet, les gens préfèrent croire ce que distillent les réseaux sociaux. On assiste à pas mal de dérapages, comme disait Umberto Eco. À l'époque, nous étions seuls à débattre, nous étions entre intellectuels. Aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet, des imbéciles s'invitent au débat. Malheureusement, on en est là. Maintenant, toujours en parlant du régulateur, est-ce qu'il y a une veille? Parce que vous l'avez dit, vous attaquez même ceux qui se cachent derrière leur petit appareil. On a souvent tendance à croire que la hack, pour parler d'institution, ne frappe que sur les médias, alors que là, vous nous dites que la hack a la possibilité également d'intervenir sur ceux qui font des usages personnels des réseaux sociaux. Il y a un service de veille. Ça fait partie du travail du régulateur. Ensuite, tout ce qui se fait, c'est pas parce qu'on se cache derrière, je sais pas, un pseudonyme et tout. Il y a des sortes d'IP. Les IP, ce sont des adresses. Vous le savez mieux que moi. Donc, il y a la traçabilité. Vous pouvez laisser des tas d'avatars et tout. On vous retrouve forcément. Lorsque vous ouvrez un compte, vous avez forcément une adresse. Et donc, on vous retrouve facilement. Et encore que, on peut également saisir Facebook, c'est possible malgré les protocoles, malgré le comité d'éthique qui vérifie le contenu de ce qui a été publié. Est-ce qu'il n'y a pas un frein à la liberté d'expression avant de décider de dénoncer le site concerné? D'accord. Uriel Abaga, je me retourne vers vous. On parle d'adresse IP. Est-ce que vous y pensez? Parce que quand on écrit quelque chose sur Facebook, sur Twitter ou quand on publie sur YouTube, est-ce que on pense à être retracé ou on pense d'abord, pour parler de vous, parce que vous êtes un blogueur, est-ce que vous pensez d'abord à vérifier vos informations avant de les publier, vérifier la véracité? Déjà, il n'y a pas de grosses difficultés au niveau des IP. Parce qu'un très bon informaticien, un très bon hacker, quelqu'un qui est bon dans ces choses-là, dans ces domaines techniques-là, peut facilement trouver qui se cache derrière X ou Y page ou site internet, etc. Moi, sur Facebook, je suis Uriel Abaga Obian. C'est mon nom en état civil complet, donc c'est Uriel Abaga toujours qui est en train de parler. Il n'y a pas si la hack veut me sanctionner, ils savent que c'est Uriel Abaga qui a écrit et puis facilement, ils me retrouvent. Mais la question est après, c'est quel contenu vous mettez en ligne et pourquoi vous pensez, ou bien les gens pensent que vous pouvez être exposé à la sanction. Je suis journaliste, je suis blogueur. Je publie régulièrement des articles, je fais une chronique, c'est une sorte de revue de presse un peu décalée, mais il faut que je vérifie d'abord l'information que je distille, parce que c'est un principe sacro-saint, c'est un sacro-saint principe en matière de journalisme. Les faits sont sacrés et le commentaire il est libre. Je prends toujours l'exemple d'une voiture qui a écrasé un enfant. Là tout de suite, accident, nous sommes à 4 là, accident de circulation au niveau de Beaulieu. Nous tous, nous avons vu l'accident de circulation. Nous tous, nous avons vu qu'un homme au volant a écrasé un enfant. Uriel Abaga, dans sa ligne éditoriale ou dans sa logique, dira que c'est de la faute de l'automobiliste. Timothée Mémé dira certainement, mais qu'est-ce que l'enfant fait à la route? Il pointera certainement du doigt l'imprudence des parents. Marie-Paul va peut-être s'accentuer sur la route qui était mouillée. La pluie peut-être empêchait à faciliter, accélérer la vitesse de la voiture. Et Marlène parlera certainement de l'absence de Dodane à ce niveau-là. Donc il y a aussi pour le régulateur parfois une sorte de... C'est pour ça que certains le prennent comme le père fouettard de la presse. Parce que parfois, on a tendance à penser que le régulateur confond un peu tout. Tu as une logique journalistique. Oui. Mais maintenant, le commun des mortels, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école et qui n'a pas les rudiments pour pouvoir donner l'information. Comme un journaliste. Il donne l'information
comme cela lui chante. Et c'est là où je pense que se situe le problème. Il y a un phénomène que vient de mettre en lumière l'ancien Timothée Mémé là tout de suite. Les médias traditionnels ne sont plus suivis. Pourquoi les médias traditionnels ne sont plus très suivis? Parce que les réseaux sociaux, c'est les outils qui mettent en avant la spontanéité et la rapidité. S'il y a un accident là tout de suite sur les réseaux sociaux, déjà c'est filmé, c'est vu. Le traitement de l'information importe peu, mais les gens ont déjà filmé, les gens ont déjà signalé qu'au niveau d'Awenje ou au niveau de Battery 4, il y a eu un accident de circulation. C'est au journaliste après. C'est au journaliste après qui reprendra cette information, qui viendra sur le terrain pour traiter, de donner peut-être plus ample détails, d'aller peut-être à l'hôpital où les personnes ont été évacuées ou de rencontrer les familles. Moi, je passe à la route, une personne a été tamponnée, bon, je le filme et puis je mets sur Facebook, il a été tamponné. Ça ne me regarde plus de savoir si c'est peut-être inhumain, mais ça ne me regarde plus forcément de savoir ce qui s'est passé. Après, si je suis pressé peut-être d'aller quelque part. Après, c'est vrai que moi je parle toujours dans la logique des journalistes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui sont devenus des artistes en calomnie et des artistes en publication de fausses informations. Abu, on parle de fake news, on parle de fausses informations. C'est selon que pense la population de ce phénomène en regardant cet élément. Pour réguler les réseaux sociaux, je pense qu'il faut juste éduquer. Il faut juste éduquer les gens dans le sens en fait de dire aux personnes ce qu'il faut dire sur les réseaux sociaux ou ce qu'il ne faut pas dire. Et à partir de là, on comprendra et on verra aussi qu'il y aura quand même des limites dans ces réseaux-là parce que vraiment, c'est un fourre-tout. Les gens disent tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils veulent et parfois même des tabous, chose qui n'est pas du tout aisée. Les avantages des réseaux sociaux, comme je l'ai dit, c'est pour permettre la communication. S'il faut limiter les réseaux sociaux au fait de communiquer entre nous, les avantages seront donc que ça permet une communication entre nous et ceux qui ne sont pas forcément avec nous, qui sont dans d'autres pays, dans d'autres continents. Maintenant, les inconvénients, c'est, comme je venais aussi de le dire, c'est que il y a des choses qui nous rattrapent dans ces réseaux-là. Il y a des choses qu'on dit, mais qu'après, ça finit par retourner contre nous. Je suis pour la liberté d'expression, mais il ne faut pas confondre liberté et libertinage. Rien qu'en s'appuyant sur les valeurs africaines, il y a une manière de parler dans nos sociétés. Quand un jeune s'adresse à un adulte, il y a un besoin de gérer la communication. Désormais, on regarde sur Facebook, les gens c'est des communications souvent très violentes. On peut déplorer ces faits-là. Et il y a une sorte d'amalgame parfois qui s'installe sur l'analyse, n'est-ce pas, de certaines situations, de certains faits qui nous sont présentés sur les réseaux sociaux. Donc, je suis, comme je l'ai dit dès le départ, je suis pour ces réseaux sociaux avec une sorte de gestion plus réglementée, parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a que il faut emboîter les pas pour ne citer que les politiques, n'est-ce pas, les pouvoirs religieux et tous les leaders d'opinion. On parle aujourd'hui un mot à la mode, les agitateurs, il faut que, n'est-ce pas, tous les responsables, n'est-ce pas, de la société prennent conscience de l'impact qu'ils auraient à s'engager sur le recadrement de cet outil. Sinon, on va dans n'importe quoi où tout le monde peut inciter tout le monde. En fait, pour moi, c'est une très bonne chose aujourd'hui, mais parfois, c'est pas une bonne chose. Déjà, aujourd'hui, le constat est fait que dans les réseaux sociaux, les gens publient parfois de n'importe quoi, les gens rencontrent souvent de n'importe quoi, mais vraiment, souvent aussi c'est bien. Parce que grâce aux réseaux sociaux, beaucoup ont trouvé les comptes à l'intérieur, parfois d'autres aussi salissent la vie des gens par les réseaux sociaux. Moi, je trouve que vraiment... D'accord, en fait, le message que je donne à ces gens, c'est vraiment c'est de réfléchir avant de publier vraiment une photo. Déjà, aujourd'hui, nous sommes tous humains, nous sommes tous unis d'une même famille, voilà. Et aujourd'hui, juste une photo, juste une photo
couteau en publiant sur les réseaux sociaux, ça peut te gaspiller aujourd'hui ta vie. Donc aujourd'hui, il y a d'autres qui utilisent les réseaux sociaux juste un peu, c'est pour gaspiller vraiment la vie de tout un chacun. Les réseaux sociaux laissent le libre arbitre à tout un chacun de dire et de publier ce qui n'est pas forcément des bonnes choses. Et c'est pour revenir justement dans le cadre des médias traditionnels, est-ce que en fait il faut se poser de la question s'ils sont en perte de vitesse ou pas? Je dirais non. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le cadre de la transformation digitale et quand on a un expert, on peut permettre aux médias de pouvoir s'arrimer à la norme et de se mettre à jour. Et c'est justement par une étude spécifique et de former des équipes compétentes pour pouvoir avoir l'information à l'instant T. Qu'est-ce qu'en fait, je vais dire l'utilisateur ou bien ceux qui sont sur la toile rechercher l'information exacte? Parce que dans le cadre des influenceurs, c'est vrai qu'aujourd'hui on est porté sur l'exactitude de l'information. C'est pour cela on a la montée en puissance des fake news. Et ces fake news ont un impact important sur les mentalités, de manière globale et si même sur une opinion ou sur un sujet clé. Donc c'est pour ça que je voulais évoquer cet aspect qu'effectivement on peut avoir recours, mais c'est pour ça que je parle de pays développés ou en cours de développement. Je sais qu'au niveau du Gabon, moi j'ai été formée spécifiquement dans le domaine et aujourd'hui je salue justement la volonté du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et aussi de la Première Dame Sylvia Bongo Ondimba de pouvoir avoir fait que je puisse me spécialiser dans ce domaine parce que c'est une volonté qui a été posée dans ce cadre. Et je dis aujourd'hui, il y a des experts au niveau du Gabon qui peuvent justement changer les choses dans le cadre des médias traditionnels ou dans l'expertise professionnelle. Donc c'était ce que je voulais un peu apporter. Est-ce que les médias traditionnels, ils ont conscience qu'il faut pouvoir s'arrimer à la nouvelle technologie, par exemple? Parce que, vous l'avez bien signifié, l'arrivée des fake news, tout le monde veut avoir l'information à la vitesse de l'éclair. Des informations qui ne sont pas avérées et qui emmènent des faux drames. On l'a vu avec des faits récents, la vague d'enlèvement qui a entraîné la mort de plusieurs personnes, sinon de quelques personnes, pour ne pas donner un chiffre quelconque. Deux personnes. Deux personnes, pour ne pas donner un chiffre quelconque. Là encore, que fait le régulateur? On l'a bien vu au Gabon, plusieurs personnes ont été arrêtées, mais le pire avait déjà été commis. La capitale gabonaise Libreville a été en proie ce vendredi à des scènes de chaos suite à des informations de présumés enlèvements d'enfants relayées sur les réseaux sociaux. Dans certains quartiers, des barricades ont été dressées, les cours interrompus. Il s'ensuivra le lynchage à mort d'une personne soupçonnée un peu plus tôt. La seconde, également lynchée en soins intensifs, a succombé à ses blessures ce samedi. Ce père de famille était de sources concordantes allé chercher ses enfants à la sortie de l'école lorsqu'il a été pris pour un kidnappeur par une foule hystérique. Certains témoignages ont été recueillis. En sortant des cours, une voiture s'arrête, une voiture de vitrée noire là. Il prend l'enfant, il fuit avec l'enfant. Est-ce que vous avez vu ça? On a vu, on est sorti, tout le monde est sorti de l'établissement, on est allé sur le territoire, on a fait le boucan, la police est obligée d'intervenir. Non, on n'a pas tué beaucoup de gens, une seule personne est morte, c'était une dame commerçante. En fait, elle s'apprêtait à faire entrer ses cheveux, il était peut-être au niveau de 23h passé déjà. Ils ont arrêté les lumières vers les 23h, 22h. Ils ont commencé, un moment, on a cru que c'était une coupure, et après un moment, ils ont arrêté les lampadaires, on a senti qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et nous, on a demandé les autres de rentrer. La dame aussi, on a demandé maman de rentrer, qu'elle doit déjà remonter. Au même moment que les petits s'amusaient à barrer encore la route, ils ont tiré directement, et une balle qu'il a pris, et c'est celle-là, cette balle-là. Donc elle s'est retrouvée, elle était avec sa copine, elle a dit oh c'est comme Adore. L'autre a dit non, j'ai eu mal. Elle est tombée du coup. Et c'est après qu'on nous appelle que non mais votre maman était touchée au Carrefour. Tard le soir, à la suite de la correspondance adressée par le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, au gouvernement demandant de prendre des dispositions aux fins de ramener la sérénité, le ministre gabonais de l'Intérieur s'est exprimé après la tenue d'un conseil interministériel. Depuis plusieurs jours, les informations fortement relayées par les réseaux sociaux font état de nombreux cas d'enlèvement d'enfants dont le dessein est de semer le trouble, la peur et de justifier une justice populaire
en s'attaquant à des innocents. Selon le quotidien d'information L'Union, la plainte déposée pour la disparition du petit Rinaldi Abaga à Bitam, au nord du Gabon, a débouché ces derniers jours sur l'interpellation de plusieurs suspects placés en garde à vue. Je veux répondre à la première question. Est-ce que les médias traditionnels ont conscience qu'ils sont en train de perdre en vitesse devant les nouveaux médias, devant les réseaux sociaux? On en parlait en off là tout à l'heure avec Timothée Mémé. Il y a une difficulté au niveau des hommes qui pilotent les médias. Clairement, ils ont conscience que les réseaux sociaux, c'est très important à cette époque. France 24 a une page Facebook où ils relaient les infos. TV5 Monde relaie les infos sur Facebook. RFI relaie les infos sur Facebook et sur d'autres plateformes. Instagram. Mais pourquoi ça ne suit pas? Du coup, si vous n'avez pas eu le temps de regarder le journal qui est passé à midi ou 13h, entre 14h et 16h sur votre téléphone, vous pouvez facilement regarder les reportages qui sont passés. Ils ont conscience de l'importance des réseaux sociaux, mais est-ce que les hommes sont prêts à se faire recycler? Est-ce que ceux qui dirigent sont prêts à recruter des personnes qui sont au profil beaucoup plus récent, au standard beaucoup plus récent? Là est toute la question. Vous avez parlé du caractère monotone des informations sur les médias publics. Est-ce que dans l'émission de la HAC, il y a une possibilité de changer, soit pas forcément la ligne éditoriale, mais au moins le contenu de ce qui passe dans les médias publics? Effectivement, ça relève de nos missions. C'est-à-dire qu'il faut garantir au public une pluralité d'opinion. Or, nos médias publics pêchent par le fait de ces infos choisies. C'est comme si nos médias publics appartenaient à quelqu'un, à un parti politique, ce qui n'est pas le cas. Donc, en fait, le régulateur veille sur tout ça. Pour l'instant, nous n'avons peut-être pas encore mis l'accent sur ce fait, parce que nous n'avons pas encore mis des commissions permanentes. Il y a des commissions spécialisées dans ce genre de mission. Mais ça fait partie c'est dans nos cordons, en tout cas. Pour revenir sur les dérapages auxquels on assiste sur la toile et tout, ça passe par la formation. Il faut former les gens à voir les choses autrement, leur apprendre la responsabilité de ce qu'ils publient. Que lorsque vous publiez des trucs issus de l'imaginaire, vous risquez, par exemple, de provoquer pas mal de dérapages. On l'a vu avec les enlèvements supposés. On doit parler de responsabilité. C'est comme la même responsabilité qu'a attendu le journaliste. Le journaliste se doit de vérifier l'info qu'il diffuse. Et puis, c'est pas toutes les infos qu'il faut diffuser. Il y a des infos qui peuvent appeler au drame, à la révolte et tout. C'est dommage. Le régulateur, en fait, tient compte de tout ça depuis que Internet est devenu cet exutoire des phobies existentielles et tout. Le régulateur, effectivement, s'adapte à la nouvelle donne. Le régulateur s'adapte à la nouvelle donne. On en parlait en off. Sous d'autres cieux, la législation, sinon les législations sont mieux placées, sont mieux faites. Moi, j'aimerais poser au niveau du Gabon, comment où se situe le Gabon quand il s'agit des règles concernant les réseaux sociaux, par exemple? Vous commettez des impairs sur les réseaux sociaux, vous êtes poursuivi au même titre qu'un journaliste de la presse classique qui écrit un article infondé, sur des informations infondées. C'est-à-dire, le régulateur a pris en compte tout ce qui est presse, aussi bien presse papier, presse électronique, presse sur le net. Le régulateur régule tout ça et veille à ce que cela se fasse conformément aux contraintes d'éthique et de déontologie. Le moindre dérapage, et effectivement, vous êtes rappelé à l'ordre, soit par des sanctions en matière pénale, si c'est assez grave, ou bien vous êtes rappelé à l'ordre, vous êtes convoqué chez nous, et puis pour se faire entendre. Les réseaux sociaux, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ils font partie intégrante de la vie de tout un chacun, même les gouvernants s'y mettent. Réseaux sociaux et gouvernants, mais également population, un lien qui s'est créé avec l'avènement de l'Internet en regardant cet élément. Il suffit d'avoir une connexion Internet pour avoir accès à un réseau. Je pense que il
faut juste, je sais pas, essayer de bloquer des fausses annonces ou bien des fausses publications. Mettre en place un logiciel qui peut bloquer ce qui n'est pas fiable en fait, ce qui peut porter atteinte à l'intégrité d'un individu. Les réseaux sociaux, c'est bien, parce que moi j'adore ça, parce que quand on me filme, etc. Il y a beaucoup de gens qui me voient sur les réseaux sociaux. Ils me sont dit de tout dans les réseaux sociaux, mais moi je resterai toujours fier dans ma page WhatsApp. Mais de toute façon, je veux vous dire aussi, et moi aussi j'ai ma page aussi Facebook. Et moi je ne me pas la page de Facebook là parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Aujourd'hui, maintenant Facebook était bien, mais maintenant il y a des soucis. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur maintenant. Par exemple, tu es à côté, tu es en train de faire ton besoin. Il y a quelqu'un qui te fait, mais après alors te modifie et puis allez, on balance, on dit voilà maintenant, etc. Et puis en tout cas, il y a madame, il y a beaucoup de choses là. Pour moi, j'ai dit non, c'est bien puisque aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui me connaissent maintenant à cause des réseaux sociaux là. Et moi, je me recueille, ça continue jusqu'à là aussi. Peut-être si Dieu le veut, mais je sais que Dieu le fera toujours. On va m'amener aussi, je vais aller aussi à France aussi, comme le petit cadet qui était là-bas. Mais c'est un cadet, il restera cadet. Et moi aussi, je vais monter aussi. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de traquer des gens ? Bien sûr, on a ou bien des gens qui viennent auprès de vous pour se plaindre. Il y a des saisines qui concernent des gens qui ont été salis sur le net. Et il y a eu aussi des cas où on s'est autosaisi. Il n'y a pas que la personne vilipendée dans ces réseaux sociaux qui est en droit de nous saisir. Non, nous également, puisque je vous ai dit tout à l'heure que nous avons des cellules de veille. Lorsqu'on le constate, eh bien, on s'autosaisit et on est en droit de poursuivre la personne. Marie-Paul, moi je voulais rebondir en fait sur un élément qui est fondamental, c'est la question des moyens. D'accord. Voilà, parce que quand on se repose la question de savoir si les médias traditionnels en fait comprennent l'importance de pouvoir s'arrimer sur une technologie qui permette de véhiculer l'information. Parce que dans tout ça, en fait, c'est l'information à l'instant T. Parce que ce qui est recherché, c'est de donner de l'information. Le média aujourd'hui, dans sa manière dans sa stratégie, doit pouvoir repenser sa structuration pour pouvoir être au fait de rapidité au niveau de l'information. Mais c'est aussi une question de moyens. Parce que quand vous devez former du personnel et de pouvoir aussi en fait renouveler les ressources humaines, c'est des questions de moyens. Et je pense qu'aujourd'hui, certains médias traditionnels ont un petit blocage parce qu'ils n'ont pas ou ils estiment ne pas avoir le moyen qu'il faut pour pouvoir se mettre à jour sur les réseaux sociaux. Moi, je dis c'est la télé qui a encore un plus gros impact en termes de pouvoir donner l'information à l'instant T et moins sur le numérique. Je pense qu'il faut encourager. C'est vrai que la radio, elle peut organiser sa transformation digitale aussi parce qu'au niveau de la radio, on peut maintenant par son smartphone écouter sa radio. Donc tous ces éléments, c'est à l'instant T. Je pense qu'il faut bien qu'il y ait une organisation qui permette justement à ces médias traditionnels qui ont une influence. Parce que par exemple, moi je prends le cas de la télé et de la radio qui sont des éléments essentiels parce que par exemple, quand vous êtes sur le cadre du Gabon, vous avez les 9 provinces. Le réseau Internet, je ne pense pas qu'il soit distribué encore dans les villages les plus reculés, mais il y a encore la radio, il y a encore la télé qui est existante. Et je pense qu'autour de ces éléments, il y a encore moyen de pouvoir se dire, ils peuvent en arriver là. C'est vrai que les réseaux sociaux, parce qu'il y a un deuxième cas sur les réseaux sociaux, outre journalistes ou outre, par exemple, dans le cadre de M. Timothée, de parler, par exemple, de tout ce qui est traçage. Vous avez aujourd'hui les influenceurs qui sont à l'externe, mais gabonais. Les réseaux sociaux qui sont devenus des couteaux à double tranchant où chacun dit ce qu'il veut, quand il le veut et au moment où il le veut. Je me retourne vers vous. Aujourd'hui, même les politiques
font appel à ces réseaux sociaux. On voit, pour parler de Facebook, on voit sur Facebook, si moi aujourd'hui j'ai un parti politique, je le mets sur Facebook et je commence à partager des informations qui ont attrait à mon parti politique. Je donne, sinon je divulgue à la population ce que je veux qu'elle puisse avoir comme information. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène-là également? Là, Marie-Paul, vous êtes dans, je vais utiliser un terme technique, là vous êtes dans du corporate influence. D'accord. Voilà, parce que vous êtes dans du politique. Ce que le politique recherche, c'est de l'influence. Et quand il influence, il a besoin de pouvoir impacter. Et pour avoir de l'impact, c'est de pouvoir faire parler. C'est comme un cloud, en fait. Quand vous êtes dans un cloud, c'est un nuage. Et le cloud, c'est tout un système. Et vous avez besoin de pouvoir avoir des sous-clouds qui vous permettent de pouvoir, en fait, faire divulguer toute l'information qu'il faut. Vous voyez par exemple quand vous jetez une pierre dans l'eau comme si c'était une sonde, vous avez vu qu'autour il y a pas mal de cercles qui se forment et le cloud c'est un peu dans ce sens. C'est toutes ces ondes en fait qui comme des fréquences qui doivent permettre de pouvoir véhiculer l'information. Quand vous revenez par exemple sur le cadre de Facebook, pourquoi aujourd'hui Facebook est une mastodonte? Parce qu'il permet par le sponsoring de cibler les zones sur lesquelles on veut atteindre justement une certaine influence. Donc du coup, au niveau du Gabon, c'est vrai que quand on est en sponsoring pour avoir de l'influence, là je parle des cadres politiques et institutionnels, c'est vrai que dans le cadre de tout ce qui est marketing entreprise, c'est vraiment une autre approche. Mais quand on regarde justement tout ce qui est Facebook, le cadre politique prend une grosse place parce qu'ils ont besoin de pouvoir influencer toute cette nouvelle génération qui a besoin de comprendre quels sont les idéaux derrière. Qu'est-ce qui se dit? Et par rapport à cette stratégie, il faut absolument opter pour du sponsoring et du cloud et de sélectionner l'intérêt. Et tout est aussi une question de moyens. Parce que derrière, c'est payant. Derrière c'est payant, là c'est le côté financier, purement technique. Uriel Abaga, est-ce qu'on peut parler d'émancipation du numérique? Non, ce n'est pas une émancipation du numérique. Concernant la question qu'on vient de poser à Marlène, c'est plus les institutionnels, les administrations qui ont compris l'importance des réseaux sociaux et qui ont décidé de s'arrimer à ce qui se fait actuellement. Même la reine d'Angleterre, même le Buckingham Palace a fini en 2017 par ouvrir une page Facebook. Alors qu'elle est réticente, la reine, à tout ce qui est trop moderne et trop... Même le Buckingham Palace a ouvert une page Facebook. C'est pour dire que Facebook, au-delà de tout ce qu'il y a comme dérives, parce qu'après les dérives, il ne faut pas les voir que sur les réseaux sociaux. Même dans nos quartiers, il y a un voisin qui est toujours en train de dire des choses infondées. Si ce voisin-là se retrouve sur les réseaux sociaux, c'est son même comportement qu'il avait avant qui se retrouve, oui, mais là, sur les réseaux sociaux. Le réseau social devient, je vais dire ça, comme un tremplin communautaire. Oui, le réseau social, chacun dit ce qu'il veut. Le réseau social, c'est la représentation. Quand on parle, on peut porter atteinte à quelqu'un. Le réseau social, c'est la représentation de ce qui se fait de manière physique avant. Dans nos quartiers, dans nos familles, il y a des gens qui insultent d'autres personnes, il y a des gens qui manquent de respect à tout le monde. Si ces personnes-là, avec ces mêmes comportements, se retrouvent sur les réseaux sociaux, ce sont ces comportements qu'ils ont depuis 20, 30 ans, 40 ans qui ne feront que répliquer sur les réseaux sociaux. Pour les politiciens, ils ne peuvent pas s'en passer. Ils ne peuvent vraiment pas s'en passer parce que Marlène le disait, il y a 2 milliards de personnes qui sont connectées par mois, qui se connectent sur Facebook. Donc, un politicien qui a besoin de faire passer un message, qui a besoin de toucher une forte communauté, est obligé de communiquer par les réseaux sociaux. Parce que là-dessus, il a des 15, il a des 18, 35 ans qui font partie de la population dominante, qui font partie des plus grands utilisateurs, des consommateurs des réseaux sociaux et qui font partie de quasiment la cible que cherchent les politiciens. Il a les quadragénaires. Les jeunes cadres, les quadragénaires qui sont de grandes forces de proposition et de grandes forces de mobilisation. Il a même des gens de 60 ans, de 70 ans qui sont connectés sur les réseaux sociaux. Donc il retrouve un peu toute la configuration du pays là sur ces réseaux sociaux et il est obligé de faire passer ces messages-là sans toutefois omettre d'utiliser les médias traditionnels. Mais les réseaux sociaux sont devenus très importants parce qu'ils concentrent un très grand nombre de personnes qui parfois s'en foutent des médias traditionnels. Je veux rebondir. Je crois que l'impact des réseaux sociaux va à un moment donné s'amenuiser parce que, figurez-vous, dans les années 90, lorsque naît la presse
plurielle, cette presse-là qui était adossée à des partis politiques, eh bien, c'était une sorte de boom de la presse. Mais au fur et à mesure, avec le recul, on s'est rendu compte que parfois cette presse-là racontait tout et n'importe quoi. C'est un peu comme les réseaux sociaux aujourd'hui. On est parfois abusé par des informations distillées par ces internautes. Et petit à petit, les gens prendront forcément conscience pour se rendre compte que finalement, mais donc, on a longtemps été abusé par ces réseaux sociaux. Et petit à petit, ces réseaux sociaux vont se décrédibiliser en quelque sorte. Moi, le problème souvent, sinon l'interrogation qui me vient souvent à l'esprit, c'est pour ma part, moi je sais comment le faire, mais pour le citoyen lambda, comment pouvoir faire la différence, sinon comment dissocier d'une information vraie et d'une information fausse. Même vous ne savez pas comment le faire. Si, parce que moi je regroupe les informations. C'est très compliqué. Je vais vous raconter une anecdote. C'est alors là très compliqué. Je travaillais pour un site internet et le 4 mai 2017 ou 2018, lorsque M. Moukani Ouangou entre au gouvernement, je suis dans un hôtel et on m'appelle pour rédiger un article. Uriel, rédige vite. Moukani Ouangou a encore refusé d'entrer au gouvernement. Je rédige l'article, rapidement il est en ligne. Du coup, les gens le prennent, c'est un site sérieux, les gens le prennent et commencent à partager. 2 minutes après, on me rappelle pour me dire, finalement, le grand, il a accepté. Bon. Oula. Donc, la publication des informations sur les réseaux sociaux est tellement rapide. Elle est tellement rapide que les gens ne prennent pas forcément le soin de vérifier l'information et que ça devient parfois difficile de vérifier les informations. Si tout de suite la page de la présidence de la République ou la page d'un ministère ou la page du Premier ministre donne une information, cette information est censée être officielle. Vous allez croire en cette information alors qu'elle peut être erronée. Politiquement, il peut vouloir vous calmer le jeu ou vous cacher une certaine vérité, mais comme l'information a été publiée sur la page du Premier ministre ou sur la page de la présidence de la République, vous allez la prendre pour vrai. Donc, il y a une très grosse difficulté. Il y a une très grosse difficulté à gérer les fake news, à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux sur les réseaux sociaux. Et là, c'est juste un travail de sensibilisation que peut-être la HAC doit faire, appeler les gens à plus de responsabilité, appeler les gens à plus de sérieux dans ce qu'ils publient, parce qu'on ne sait jamais, ça peut aller causer n'importe quoi par la suite, troubler l'ordre social ou l'intégrité de notre territoire. Je vais rebondir de manière professionnelle en fait. D'accord. Sur justement les doubles pages, les doublons de pages en fait. Vous faites encore appel à des experts, parce qu'il y a des experts qui ne font que ça. C'est-à-dire que quand vous créez une page Facebook, si c'est une page, pas un profil, parce que l'utilisateur domestique crée un profil, mais quand c'est officiel, on crée une page. Et cette page, normalement, il y a une stratégie derrière pour pouvoir verrouiller le nom de domaine. Et le nom de domaine, en fait, généralement, on le multiplie pour que personne d'autre ne puisse créer une double page ou une triple page, de pouvoir justement usurper l'identité. Là encore, on revient sur l'importance de la HAC, sur l'usurpation d'identité qui est poursuivable et justiciable. Et dans cet environnement, il faut faire appel à des experts. Encore là, on fait appel à de l'amateurisme. On veut créer une page Facebook parce qu'on voit qu'on a cette facilité à être sur un smartphone. On se dit, on va appeler quelqu'un. Bon, il est jeune, il peut créer quelque chose. On lui dit, allez, crée-moi la page Facebook. Et puis, tu publies ce que tu veux. Moi, je dis non. Il faut appeler maintenant à plus d'expertise et de formation. Par exemple, dans le cas d'Uriel, il est spécialiste dans son domaine, donc il sait pourquoi il a créé son profil pour pouvoir en faire une ligne éditoriale spécifique. Et justement sur l'usurpation d'identité, encore on revient sur la HAC de traçabilité, dans le sens où derrière aussi, s'il y a une cellule de veille, c'est de pouvoir aussi travailler avec la personne en relation et avoir les noms de domaine exacts pour verrouiller. C'est comme sur un site internet, vous avez les IP. Quand un hacker veut pouvoir faire tomber un site internet, c'est des fausses IP qu'il envoie. Mais si le site est protégé, le serveur est assez solide pour pouvoir justement rejeter ces IP, c'est dans le même cadre que les réseaux sociaux. La page Facebook ou le profil la page doit être sécurisée. Et ça existe. Je prends par exemple, si je peux me permettre, Facebook. Parce que tout à l'heure, je voulais rebondir sur la différence entre
Facebook, Twitter et Instagram qui sont beaucoup utilisés au niveau du Gabon. Facebook est une communauté globale. Instagram, c'est vrai que ça a été fait pour tout ce qui est architecture et design, pour pouvoir partager des modèles, tout ce qui est marketing. Généralement, c'est bien dans le cadre de tout ce qui est entrepreneuriat classique, traditionnel et tout le reste, ou marketing publicitaire. Après, vous avez Twitter. Twitter, c'est essentiellement du microblogging. Je suis là, à tel instant, j'envoie. Je peux prendre. C'est pour ça qu'on a fait tout ce qui est selfie. Parce que le selfie permettait au microblogging de pouvoir donner de l'information encore plus rapide que Facebook. Petit texte, 152 caractères. Et puis 152 caractères, une photo, c'est parti avec l'information. En fait, c'était ça un peu le but du jeu. Mais Facebook a pris sa communauté. La communauté, elle a une importance encore plus grande de partager l'information. Elle diffuse son information, elle partage. Alors que Twitter, l'information est envoyée, mais elle n'est pas diffusée. Elle est juste retweetée, reprise par l'ensemble des personnes qui nous suivent. Donc c'est un peu ça en fait le but du jeu. Pour rester au Gabon, où on a vu sur la toile la page du ministre de la Santé qui a été reprise pour parler, pour dire que le coronavirus s'est répandu en terre gabonaise. Et le ministre de venir renchérir en disant que sa page a été usurpée. Donc encore là, on se retourne vers le régulateur. Quand une information comme ça est donnée à ce rythme-là, à cette vitesse-là, que fait-on? Oui, c'est également un peu le gouvernement qui doit communiquer. Le coronavirus, c'est l'actualité aujourd'hui. Il faut régulièrement communiquer, prévenir, faire dans la prévention, montrer ce qu'on fait pour cette prévention, pour éviter qu'il y ait des dérapages, des gens mal intentionnés qui voudront s'aimer le trouble et tout. Je crois qu'il y avait une info qui allait dans ce sens, qu'il y aurait au Gabon, mais les gens ont pris peur, on s'est dit est-ce que c'est pas encore des fake news et tout. Donc en fait le gouvernement doit à chaque situation communiquer et puis comme ça les gens vont prendre des mesures d'urgence, pourquoi pas, ou encore se prémunir de ne pas tomber dans ce genre de mensonges. Avant que le gouvernement ne communique, je suppose c'est un individu qui est peut-être derrière son poste et qui crée cet amalgame-là. Cet individu, il est là, il est en liberté et il fera encore peut-être une prochaine fois la même chose pour ne pas parler de la même erreur. Et là, il est libre en toute impunité. Non, pas en toute impunité. Ah non, il est poursuivi. Si la cellule de veille constate qu'il y a une info qui sort de telle personne mal intentionnée, mais la personne est poursuivie par nos soins et la personne devra s'expliquer. Clap de fin pour ce nouveau numéro de votre émission sociétale. On m'accompagne. J'avais Timothée Mémé. Timothée Mémé, on se dit au revoir. On le rappelle, vous êtes conseiller membre de la HAC, mais également sur ce plateau Uriel Abaga, journaliste et par ailleurs blogueur. Et une touche féminine sur ce plateau, Marlène Pombou Kombila, épouse Tavizani Mabala. Vous êtes expert en stratégie de transformation digitale. Voilà qui met un terme à cette émission que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci et bonne suite de programme sur les antennes de la Belle Radio et Télévision.